Moi, ce que j'essaie de faire dans tout ce que j'écris, c'est de comprendre l'économie à partir de ce que nous vivons. L'entreprise moderne naît en même temps que la modernité, très paradoxalement. Parce qu'au moment où on dit à l'individu tu es libre, autonome, tu fais ce que tu veux, enfin bon, dans la perspective de la liberté libérale, le désir doit animer, au même moment, on va créer des unités de production qui sont fondées sur la division du travail et donc sur tout sauf la liberté d'agir dans son travail. Au milieu des années 70, on a décidé d'orienter l'épargne publique vers les marchés financiers. Les retraites aux États-Unis, notamment en 1974. Ce qui a apporté énormément de capitaux aux entreprises américaines, et dans tous les pays du monde ont dû s'aligner sur les Américains pour attirer aussi des capitaux pour leurs propres entreprises. Mais le problème, c'est qu'il y a énormément de capitaux, énormément de liquidités dans le monde, et très peu d'entreprises qui en profitent. Donc il faut faire tourner l'argent, et pour faire tourner l'argent, il faut spéculer. Et la spéculation, c'est que dès lors que l'on a une dette, on mise sur le fait que pour la rembourser, le capital, le patrimoine qu'on a acquis va prendre tellement de valeur que cette dette sera à sa importance. On achète un bien immobilier, en général on a juste l'argent qu'il faut pour l'acquérir, mais évidemment on mise sur le fait que les prix vont continuer d'augmenter et que donc on pourra rembourser. La spéculation se nourrit d'elle-même, se nourrit de croyances en fait. Tant que nous croyons que les prix peuvent augmenter, que la valeur du capital peut toujours augmenter, ça continue d'augmenter et on court après, vous voyez, cette promesse mirifique. Et ça m'a conduit à repositionner mon propre travail sur la question du travail, justement. Au fond, le cœur de l'économie, le cœur de l'entreprise, c'est le travail réel, le travail des humains. Le travail a été rendu invisible par toute une série d'écrans, de contrôle de gestion, de systèmes d'évaluation, de ratios qui ont été rajoutés entre la personne qui travaille ou les personnes qui travaillent et les personnes qui sont chargées d'évaluer le travail. Et finalement, on n'évalue plus le travailleur, c'est-à-dire la personne qui est dans l'acte de travail, dans son activité. On évalue l'idée un peu fantasmatique que l'on croit être celle du travail. Et pourtant, c'est le travail qui fait la richesse. Ça, on l'apprend dans le premier cours d'économie. C'est le travail qui fait la richesse. On n'en parle pas. Il a disparu sous les reportings, les planifications, la grande abstraction gestionnaire. Une chose est de dire que le digital va transformer le travail, ce qui semble une évidence. Une autre chose est de dire que la digitalisation va transformer les conditions de travail. Or ça ne dépend pas que de la technologie, mais aussi de la manière de l'utiliser. C'est le paradoxe de cette technologie, c'est qu'elles sont en général mises en œuvre pour rendre le travail moins pénible, mais elles créent de nouvelles contraintes sur le travail. Lorsque les mails nous donnent accès à l'information très rapidement, ça allège notre travail et en même temps, ça crée une énorme contrainte sur la nécessité de répondre vite. Si la qualité de vie au travail est une démarche authentique dans une entreprise, elle ne doit pas concerner que les hauts potentiels, voire les hauts potentiels qui, eux, de toute façon, ont suffisamment de latitude pour partir. C'est justement pour ça qu'on développe des politiques de qualité de vie au travail. Elle doit concerner les bas niveaux, les personnels qui ne sont pas supposés être des hauts potentiels. Et si réellement il y a une politique de qualité de vie au travail, c'est sur elle qu'on doit axer cette politique. Et par excès, ce seront les hauts potentiels qui en bénéficieront aussi. C'est parce qu'on ne se pose pas de certaines questions sur notre façon d'agir que nous agissons. Et l'apport de Girard, pas que de Girard, mais enfin pour lui rendre hommage, l'apport de Girard, ça a été de dire une partie non négligeable de notre rationalité dépend de la rationalité des autres. Si j'anticipe que le prix d'une action monte, même si je pense profondément qu'elle devrait baisser, si je pense que tout le monde pense qu'elle doit monter, je vais acheter et donc je vais auto-réaliser la croyance. La convention, c'est que même si tout le monde pense que l'action, à l'instant, l'action devrait baisser, tout le monde achète et fait monter l'action, il se passe quelque chose qui échappe à chacun. C'est-à-dire que si chacun raisonnait, il dirait c'est absurde, mais collectivement, c'est cohérent, c'est rationnel, parce que chacun s'est ajusté par rapport à mieux avoir tort avec tout le monde que raison tout seul. Tout à fait. Et donc, oui, ça ouvre des perspectives en gestion, parce qu'il y a une partie immergée de la gestion qu'on essaie nous de mettre en évidence, c'est que chacun travaillant, mais en relation avec ceux qu'il croit que les autres attendent de lui. Quand je dis les autres, c'est pas ses managers, mais ses pairs, voire ses collaborateurs. Chacun imaginant ce que l'autre croit
attendre de lui, finit par travailler en relation à ça. Donc vous voyez, à ce niveau-là, ce niveau d'effort. Dès lors que le sujet qui travaille, il se sent à sa place, ce qu'il fait, il en voit le sens, et il sait qu'il peut être solidaire de ceux avec qui il travaille. Le travail prend toute sa valeur, tout son sens, mais aussi toute sa richesse. Et c'est ça qui crée la valeur économique. Et vous voyez, je me suis réconcilié, moi économiste, avec mes valeurs, avec ma relation à l'humain, avec ce en quoi je crois profondément, la place de l'homme dans la société. Je me suis réconcilié parce que sans ça, il n'y a pas d'économie. Et depuis que je travaille sur cette question, en entreprise et avec des grandes et des petites entreprises, je suis frappé par l'accueil de l'idée.